Merci à tous. Merci à vous d'être là pour ce deuxième talk de la journée de la conférence Frugagile, Frugagile au ski. Ce deuxième talk de la journée, c'est moi qui serai votre hôte, aidé en cela d'Armel, que je salue. Et puis nous accueillons Olivier Leland, qui vient nous Bonsoir. parler, bonsoir Olivier, qui vient nous parler d'un sujet qui, je pense, sera au cœur de nos préoccupations, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup parlé de stratégie pour l'instant dans la conférence, et c'était effectivement un axe que tu te devais de corriger. Voilà. Oui, oui. Alors, avant de te laisser la parole, pour ceux dont c'est la première utilisation de cet outil, vous êtes par défaut spectateur. En tant que spectateur, vous avez finalement peu d'interactions possibles, hormis utiliser le chat que vous avez la discussion, que vous avez sous les yeux. Mais surtout, vous avez la possibilité, et je vous y invite largement, vous avez la possibilité de poser des questions dans le petit widget qui s'appelle Q&R, questions et réponses. N'hésitez pas. N'hésitez pas, durant le cours de la présentation, à poser toutes les questions que vous souhaitez. Et puis, Olivier y répondra soit dans le courant de sa présentation, soit à la fin. Voilà, sans plus tarder, je te passe la parole, Olivier, et je vous souhaite à tous une bonne présentation. Merci bien, Fabrice. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ce talk où on va parler du coup stratégie. Stratégie d'entreprise, mais stratégie en fait finalement à tous les niveaux, dans différents contextes. Quand on parle de stratégie, on pense souvent à des slides qu'on a vus, qu'on nous a présentés avec des beaux discours. Et ça, c'est un petit peu ce que Simon Wardley, qui va nous en parle en fait en guise d'introduction, généralement dans ses discours autour des Wardley Maps. Wardley Maps, parce que Simon Wardley, tout simplement, qui est un ancien CEO, qui est chercheur maintenant autour de la cartographie et qui adore les cartes. Et donc, stratégie en fait. euh, Moi, je pense à toutes les stratégies que j'ai vues, que j'ai pu voir dans l'entreprise. Très souvent, ces stratégies-là sont représentées par de très beaux discours qui déclinent un petit peu une vision d'entreprise. Et donc, c'est des discours qui peuvent ressembler à ce genre de choses. Notre stratégie est collaborative. Nous dirigerons un effort sécurisé du marché grâce à notre utilisation de la transformation numérique et des leaders pour construire un avantage concurrentiel. En étant à la fois agile et innovante, notre approche basée sur le cloud, blablabla, blablabla, blablabla. Euh, bon, quand on dit ça, on entend ça encore et encore, c'est souvent la même rengaine, c'est souvent la même buzzword. Euh, on a l'impression d'entendre du pipeau. Simon Wardley, qui était donc un ancien PDG dans son entreprise, il était lui aussi victime de ça et il s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut voir de différent en termes de stratégie? Et ben, la stratégie, on va aller la chercher là où elle est la plus connue, c'est-à-dire dans le monde militaire. Et il y a un auteur extrêmement connu, on en a parlé la semaine dernière d'ailleurs dans un des talks, un auteur sur la stratégie militaire qui s'appelle Sun Tzu, qui a écrit le livre L'art de la guerre, dans lequel il va définir les 5 facteurs d'un cycle de stratégie. Donc, on va déjà partir de ça pour comprendre un peu c'est quoi la stratégie, comment la mettre en place et avec quel outil. Donc, les cinq facteurs de Sun Tzu, on va commencer par le purpose. Donc, le purpose, c'est l'objectif, la mission, la raison d'être, c'est pourquoi vous faites les choses. On a ensuite le landscape. Donc ça, c'est le paysage, c'est l'environnement dans lequel vous opérez, dans lequel vous agissez, votre environnement, c'est-à-dire le marché dans lequel est votre entreprise, ou l'environnement de votre entreprise quand vous êtes un acteur au sein de l'entreprise. Le climat, ça va être les règles du jeu qui vont impacter l'environnement. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui change indépendamment de vos actions. La doctrine, ça va être les pratiques, les méthodes, les règles, tout ce qui régit un petit peu l'organisation. Et ce sont des principes universels à appliquer, quel que soit le contexte. Et enfin, le leadership, ça va être la stratégie à proprement parler.
la stratégie qui va être dépendante de tout le reste, finalement. Le paysage, les règles du jeu de changement, la doctrine, les principes appliqués, et derrière, tout ceci va nous permettre de définir une stratégie sur la partie leadership. Alors, quand on parle de stratégie, on est un exemple concret, hein, c'est dans le monde militaire. Et dans le monde militaire, quand on parle de stratégie, on peut voir ce genre de carte. Ici, c'est une carte réelle, hein, de l'opération Desert Storm de la guerre du Golfe, où on voit un petit peu les différents acteurs et où est-ce qu'ils sont situés, dans quelle direction ils évoluent, comment un petit peu ça s'articule. Et on voit en un clin d'œil voilà, où est-ce qu'on se situe et quelles sont les choses à faire, quoi. Donc ça, c'est dans le monde militaire. Alors, ce qui est intéressant quand on parle de visualisation, c'est que la visualisation, finalement, c'est super puissant. Ça, en agilité, on le connaît très bien. On a des boards visuels, etc., pour pouvoir mesurer, visualiser le travail qu'on fait et visualiser les goulets d'étranglement, les choses améliorées, etc., etc. Si on prend l'exemple du jeu, un jeu de stratégie bien connu, les échecs. Si on prenait une version, imaginons une version textuelle des échecs, où là, vous verrez voilà, un exemple de partie. Le pion blanc se déplace, on déplace le pion noir en retour, le pion blanc se déplace, on déplace la reine, et là, échec et mat. Est-ce que ça vous parle comme ça? Pas vraiment. Maintenant, si je mets juste une visualisation simple, le chessboard, et ben là, en un éclair, on voit exactement où sont les pions, et sans un seul texte, on voit exactement ce qui nous attend avec la reine qui va mettre notre roi en échec et mat. CQFD, voilà, une image vaut 1000 mots, la preuve, ici encore. Donc, visualiser une situation, déjà, c'est ce qu'on va chercher à faire à tout prix avec ces Wordle Maps. Maintenant, on a parlé du militaire, on a parlé aussi des jeux de stratégie. Maintenant, dans le business, ça se passe comment? Eh bien, dans le business, on a une vision, on a un purpose, on sait comment marche le process, etc. Et on a nos techniques pour sortir des idées. Et comme ça, on ne craint rien ni personne, car on fait des diagrammes SWOT qui nous permettent voilà, d'identifier nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et nos risques, et qui nous permettent de prendre des actions décisives. Ouais, est-ce que c'est visuel? Écoutez, bon, je caricature un peu. J'ai trouvé d'autres choses. Bien évidemment, on n'a pas que ça en stratégie business, on a aussi les business process maps. Donc des cartographies de nos processus métiers avec le client. Voilà, le client qui est au-dessus de tout, et voilà comment est-ce qu'on gère le client, etc. Alors, ce sont des cartes, à la différence près que, en fait, toutes ces cartes-là n'en sont pas, parce que ce sont des graphes. La différence entre une carte et un graphe, c'est que le graphe n'a pas de signification sur l'espace. En fait, l'espace n'a pas un sens. Alors, dans une carte, l'espace relatif entre deux éléments a une signification forte. Ce qui nous amène à, prenons exemple, donc là j'ai repris un petit peu l'exemple de Simon Wardley dans son livre. On reprend la fameuse guerre des Spartiates avec les Perses et les Athéniens. La fameuse bataille qui a donné lieu au film 300, où on a à gauche une carte qui représente la position et les mouvements des acteurs, et à droite la version SWOT de cette même stratégie. Maintenant, la question que je pose, c'est qu'est-ce que vous utiliseriez pour communiquer et déterminer la stratégie dans une bataille? Eh bien, dans le cas militaire, la question ne se pose pas. Dans le cadre du business, on voit beaucoup plus souvent des SWOT, des process maps, que des vraies cartographies qui représentent les positions et le mouvement. Donc ouais, on peut dire que c'est un petit peu problématique. Et c'est là qu'interviennent les Wordle Maps, justement, pour amener quelques notions fondamentales en plus dans notre stratégie. La Wordle Map, déjà, ça commence par visualiser une chaîne de valeur. On visualise une chaîne de valeur verticale de ce qui est le plus visible pour le client, jusqu'à
totalement les couches totalement invisibles. Ici, on a, c'est l'exemple de l'entreprise que dirigeait Simon Wardley en 2005, donc Photango, qui faisait plein de choses en fait, et notamment proposait de faire de la manipulation photo en ligne, de stocker vos photos en ligne, etc. Et de faire de l'impression photo. Donc là, on voit voilà, un process flow, somme toute assez classique et qui descend très bas. Vous voyez, ça descend jusque OK, bah, les data centers et l'électricité. On peut vraiment modéliser tout un système, tout un écosystème même complet. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de distribuer horizontalement chacun de ces composants de cette carte selon une échelle d'évolution, en fait. Ce qui nous donne ceci. Voilà, ça, c'est une Wardland Map basique. Vous voyez que finalement, les points ont été distribués selon un axe horizontal d'évolution. Et vous avez 4 stades d'évolution, on y reviendra juste après, qui vont de la genèse, donc vraiment ce qui est tout nouveau, ce qui est pas encore maîtrisé, ce qui est très complexe, à ce qui est une commodité, donc ce qui est totalement maîtrisé, industrialisé et standardisé. Une Wardley Map, ça a 6 caractéristiques, comme toute carte d'ailleurs, ça a 6 caractéristiques. La première, c'est que c'est visuel. Une image vaut 1000 mots. Boum, là vous voyez en un instant la représentation d'un système. Et c'est dépendant d'un contexte. Ça vous donne un contexte donné pour une entreprise ici, avec ses composants. Ça donne donc les composants, ici, donc les petits points. Ça donne leur position, les uns par rapport aux autres, et leur position par rapport à la chaîne de valeur, ce qui est visible et invisible, leur position par rapport à la chaîne d'évolution. Et donc ça donne aussi une information sur l'encre. L'encre, ça peut donner le nord, quoi. Ici, c'est cet axe XY qui fait en sorte qu'on donne de signification à l'espace, l'espacement entre les éléments et les éléments par rapport à cet axe. Et enfin, chose très importante, c'est que ça va donner aussi une notion de mouvement. Et par mouvement, on veut dire évolution. Donc, comment est-ce que chaque composant dans ma carte va évoluer? Ben, en fait, ça va être tout l'enjeu des Wardley Maps, c'est de modéliser et d'anticiper ces mouvements ces évolutions en fait, depuis le côté totalement innovant, disruptif, à côté totalement industrialisé, maîtrisé, pour chaque élément, et trouver après l'avantage différenciant, trouver après les nouveautés et où est-ce qu'on doit investir finalement pour pouvoir être toujours compétitif. Donc, je disais 4 stades d'évolution. Phase 1, c'est la genèse. Alors, on a 4 types généralement de composants représentés. Les activités, les pratiques, les données, les connaissances. Heu, Dans les modes avancés, on peut avoir plein d'autres choses. On va se cantonner à ça aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Donc 4 types de composants et 4 stades d'évolution. Stade 1, c'est on est dans le totalement nouveau, c'est la genèse, c'est les nouveautés, c'est une nouvelle pratique. On est dans le concept. Dans le stade 2, on commence à créer quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a créé nous-mêmes, c'est custom, c'est personnalisé, c'est fait chez nous, c'est des pratiques émergentes. On commence à recevoir des données un petit peu divergentes, mais collecter des données et on formule des hypothèses en termes de connaissances. Au stade 3, là, on est sur du produit. On a des produits qui existent sur le marché ou des services qu'on peut louer sur le marché. On parle de bonnes pratiques, on parle de données convergentes, on parle de OK, les hypothèses se sont transformées en théories formulées. Et le dernier stade, on est sur les commodités, donc vraiment tout ce qui est service utilitaire, on ne se pose pas la question, c'est accessible très facilement, c'est du marché de masse. On est sur les meilleures pratiques, on est sur des sets de données totalement modélisés, maîtrisés, et on est sur des connaissances qui sont acceptées. Voilà un petit peu les stades d'évolution, et le but du jeu, c'est de placer notre chaîne de valeur selon ces différents stades d'évolution. Alors, un disclaimer bien sûr, comme toute carte, la carte n'est pas le territoire, et ça représente, c'est une simplification de la réalité, donc ce n'est pas la réalité. Ici, je vous ai mis juste en pour
info est réelle. Et donc la deuxième est beaucoup plus proche de la réalité, parce que là, on a vraiment l'espacement exact entre les stations. Par contre, ça reste encore une représentation, ce n'est pas la réalité. Tout comme les Wordle Maps ne sont pas votre système, mais ce sont une représentation simplifiée de votre système. OK, on a posé le contexte des cartes, visualisées, déjà super important. Maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre de la stratégie là-dedans. Et je vais repartir sur le cercle de Sun Tzu, le cycle de Sun Tzu. Et Simon Wardley, il a apposé deux autres concepts. Le premier concept apposé, superposé dessus, c'est les deux types de why. On a donc les deux types de buts. On a le but final, donc la finalité de notre stratégie. Donc, c'est peut-être remporter une bataille. Dans un jeu d'échecs, c'est gagner une partie. Et on a le pourquoi du mouvement. C'est-à-dire, pour chaque déplacement, pourquoi on fait ce déplacement-là? Qu'est-ce qu'on espère avec ça? C'est quoi notre objectif? Dans un jeu d'échecs, c'est très clair. On ne va pas en mode totalement aléatoire, on sait exactement ce qu'on fait, on essaie d'anticiper les coups de l'adversaire, et en fonction de cette capacité d'anticipation et de calcul de coups, on prend un coup, on sait exactement pourquoi on fait ce coup-là. Deuxième concept supplémentaire qui est superposé sur ce cycle, c'est la boucle OODA. Alors, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. C'est un concept qui a été créé par un pilote américain, un pilote de chasse américain dans au XXe siècle, qui s'appelait John Boyd. Et John Boyd, lui, c'était un killer, littéralement, en termes de combat aérien. Il se vantait de pouvoir abattre n'importe qui, de pouvoir gagner n'importe quel combat aérien. Il l'a prouvé avec tous ses élèves. Ils n'ont jamais réussi même en simulation vol, à l'abattre. OEDA, ça veut dire observer, orienter, décider et agir. Ça peut ressembler un peu au PDCA, à quelques différences près. C'est que la différence, c'est qu'il n'y a pas de plan. Le premier point, c'est on observe. Ici, on va observer le paysage, on va observer le climat, voir comment le paysage y change. Ensuite, ça veut dire, compte tenu de notre bagage, de nos expériences, de nos acquis, de notre capacité d'analyse, de notre héritage génétique aussi, et de notre doctrine, de nos règles, on va pouvoir s'orienter et arriver à prendre une décision. Et une fois qu'on a pris cette décision, on agit. Observe, oriente, decide, act. Et ce qui nous donne un mouvement dans cette stratégie qui va être reproduite grâce au Wordle Maps, effectivement, c'est on a un objectif, maintenant on observe le paysage, on observe le climat. Ensuite, avec notre discipline, notre doctrine, on va s'orienter pour arriver à prendre une décision et agir en conséquence, et donc faire avancer nos ressources vers l'atteinte de notre stratégie. Donc la première étape, connaître l'environnement. Connaître l'environnement, donc c'est déjà pour vous très simple, hein, vous avez votre flux de process, vous avez votre chaîne de valeur, vous la cartographiez et vous simplement vous mettez, vous positionnez les différents éléments selon qu'est-ce qui est finalement du côté produit. C'est peut-être qu'ici, dans ce cas-là, le côté website, le website, c'est un site, vous avez pris une solution, un produit sur le marché qui permet de vous générer des sites web. Le CRM, c'est peut-être une plateforme qu'effectivement vous avez acheté sur le marché. Les data centers, effectivement, peut-être que c'est en local chez vous, mais c'est un produit que vous avez acheté. Et vous avez développé vous-même un logiciel de stockage de photos en ligne et un logiciel de manipulation d'images en ligne. Donc ça, vous l'avez développé, c'est du custom. Vous l'avez acheté, c'est du produit. Et vous l'avez sous-traité, c'est de la commodité. On pourrait voir ça très basiquement comme ça. Donc ça, c'est votre environnement. Maintenant, on va parler du climat. Alors là, j'ai mis juste de manière très exhaustive la liste des patterns de climat. On va en regarder un ou deux seulement. Les patterns de climat, c'est l'ensemble en fait, des choses qui vont arriver et qui vont en fait avoir une influence sur votre carte et donc sur votre stratégie, indépendamment de ce que vous faites. Donc c'est super important de connaître ça parce que en fait, c'est quelque chose qui va arriver. Et tout évolue
Et donc forcément, il faut pouvoir comprendre l'évolution, comment ça évolue, afin d'adapter sa stratégie. Et vous l'aurez compris, la stratégie, elle doit être itérative du coup. Un exemple, et ça peut faire effectivement parler beaucoup. Un pattern de changement justement d'évolution, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Ce qui veut dire que agile partout, non. Pour Simon Wardley, c'est très clair. En fait, le côté agilité, ça marche très très bien dans des environnements complexes où le changement est très fréquent, et donc on doit réduire le coût du changement pour être efficace et pouvoir s'adapter rapidement. En revanche, dans un monde totalement industrialisé, tout est standardisé, tout est normé. Là, ce qu'on cherche, c'est pas à réduire le coût du changement. Ce qu'on cherche, c'est à réduire les variabilités pour être plus prédictible et pour faire des marges sur un marché de masse. On n'est pas du tout sur les mêmes marchés. Quand on est dans une commodité, le- les revenus vont être générés par notre capacité à pouvoir produire en masse à bas prix. Donc, optimiser les coûts, etc. Et au milieu, on est plutôt sur du lean, sur les produits à l'étagère. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est optimiser l'apprentissage et réduire les gaspillages. Donc, vous voyez qu'en fait, finalement, quand on regarde le Wardley Map, on va pouvoir se poser la question de savoir quelle méthodologie utiliser suivant la maturité de nos différents composants. Et ça, c'est super important pour la suite. Donc voilà, un pattern, no one size fits all. Il n'y a pas de recette miracle. Et ça, c'est une règle d'or de la complexité, aussi, si vous vous intéressez au sujet. Prendre en compte le mouvement. Donc, tout évolue, comme je disais. Et là, on a un exemple d'une entreprise, en fait, qui avait été contactée par Simon, qui avait contacté Simon Warley pour qu'il puisse les aider à optimiser un petit peu ce flux de processus. Et basiquement, en fait, ils avaient besoin de plus de puissance de calcul. Et donc, ils achetaient des serveurs et ils devaient en fait adapter ces serveurs pour les mettre sur leurs racks qui, eux, ils ont des racks et donc des armoires sur mesure en fait. Et donc, ils voulaient robotiser tout ce processus de modification et de montage des serveurs achetés qui sortaient d'usine pour les mettre dans leur data center à eux. Quand on voit ça, on pense tout de suite, OK, il y a un goulet d'étranglement, on va essayer d'optimiser le flux du process, et cetera, optimiser la chaîne de valeur et on va pouvoir, en robotisant ça, en automatisant ça, on va pouvoir gagner des millions, et cetera. OK. Donc ça, c'était la première version. Maintenant, si on la visualise façon Wardley Map, et ben, ça va donner ça. Façon Wardley Map, on voit que finalement, les racks, ils sont custom, parce que c'est vraiment on utilise des racks faits sur mesure. Sauf que les racks, maintenant, c'est standardisé. C'est standardisé et donc on va pouvoir justement, heu visualiser ce changement. Donc cette flèche que vous voyez, cette flèche rouge, ça signifie que, OK, ces composants-là, ils sont custom, mais maintenant la tendance, c'est que, c'est une commodité. C'est un standard qui est admis, de tous les acteurs. Donc on va pouvoir gagner largement plus en utilisant, des racks standards du marché, ce qui fait que toute la partie, montage automatisé, plus modification, automatisée, on ne l'a plus. Donc règle d'or qui permet, à Wardley Maps déjà d'avoir un avantage stratégique, c'est qu'il est plus important de gérer le flux évolutif de vos composants plutôt que le flux du processus, la chaîne de valeur. Donc maîtriser l'évolution, c'est plus important que maîtriser la chaîne de valeur. Un autre exemple aussi, de pattern, économique. Qui a été le premier? On va faire un petit jeu. Qui a été le premier entre Blockbuster et Netflix? Alors j'ai repiqué l'exemple à Simon Wardley, mais je trouve cet exemple tellement parlant que je n'ai pas pu m'empêcher de vous le remettre. Blockbuster ou Netflix, qui a été le premier à avoir un site web? Avoir un site web, allez, Blockbuster. Qui a été le premier à proposer de la location de vidéos en ligne? Blockbuster.
Qui a été le premier à proposer du streaming vidéo? Blockbuster. Qui a été le premier à déposer le bilan? Blockbuster. Pourquoi? Pourquoi, d'après vous, Blockbuster a déposé le bilan alors ils étaient les premiers littéralement sur l'innovation, sur le marché, sur le streaming, et cetera? Eh bien, tout simplement, que leur business model et leurs revenus d'argent principaux étaient, liés aux pénalités versées par les clients quand ils rapportaient en retard, leurs cassettes vidéo, leurs DVD ou leurs Blu-ray. Ces pénalités-là n'existent pas en streaming et donc ils ont, vu qu'il y a eu une chute drastique des utilisations des vidéoclubs et ben, le marché de Blockbuster s'est écroulé et donc leurs finances avec et ils ont dû déposer le bilan. Ce qui amène à la conclusion d'un pattern, de climat, un pattern de changement du marché. Le succès cultive l'inertie et donc il faut être très, très vigilant à ça dans sa stratégie. C'est, quelque chose, qui vous a amené du succès par le passé et ben, va être une, source de résistance au changement pour le futur. Ça va amener de l'inertie. Donc, ça peut même complètement couler votre business, même si, vous êtes adapté, vous êtes préparé pour la suite. Voilà pour le climat. Maintenant, doctrine. Là, c'est pareil, j'en ai mis plein. C'est juste la cartographie officielle que vous pourrez trouver dans les ouvrages de Simon Wardley. Ce qu'il faut retenir dans les doctrines, c'est que c'est des patterns universels qui sont applicables, quel que soit votre contexte. Donc, les patterns vont être, applicables aussi selon les stades d'évolution. On va avoir différentes, façons d'opérer. Quand on est en phase 1 sur la genèse, donc ça veut dire qu'on est dans l'incertitude totale, la complexité forte. Première chose à faire, c'est de connaître vos utilisateurs, hein. Coucou le design thinking, coucou, les personas, tout ça. On va retrouver, un peu des démarches qu'on connaît aussi dans le milieu du design et de l'agilité. Se concentrer sur les besoins utilisateurs, utiliser des méthodologies appropriées, utiliser un langage commun pour se comprendre, et cetera. Tout ça, c'est le point de départ. Petit à petit, plus on avance dans les phases de doctrine, plus en fait on va avoir un autre mindset, complémentaire à développer en phase 2, puis 3, puis 4. Des exemples. Déjà, en doctrine, on va essayer de voir, qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut investir? Où est-ce qu'on peut investir et quelle est la bonne façon de procéder? Si je reprends l'exemple de mes business process maps, comme j'en ai vu, beaucoup, chez différents clients. Est-ce que, vous voyez le petit point en haut à droite, le processus de paiement, est-ce qu'on doit l'outsourcer ou pas? Est-ce que je suis en mesure de prendre cette décision-là grâce à cette carte? Eh bien, non et non, mon colonel, parce que tout simplement, on n'a pas suffisamment d'informations pour pouvoir prendre cette décision juste avec ça. Maintenant, pour aller encore plus loin, autre cas, on a, une Wordle map, en Elfic. Voilà. Et là, pose la question, est-ce que, sur le processus 1 à gauche, est-ce qu'on doit l'outsourcer ou pas? Le processus 2 à droite, est-ce qu'on doit le processus ou l'activité ou parce que qu'importe, on doit, l'outsourcer, ou pas? Et ben là, même si on ne comprend pas le jargon, ici c'est Delphic, hein. Si on ne comprend pas le jargon, et ben on peut quand même prendre la décision parce que oui, ce qui est une commodité, c'est pas là qu'on va créer notre valeur ajoutée. On va plutôt s'appuyer sur les standards du marché, donc on va pouvoir outsourcer ça. Donc, visualiser une carte, c'est, aussi casser la barrière de la langue. C'est pouvoir enfin aligner le jargon IT, le jargon métier et donc se mettre tous d'accord, même différents acteurs, finance et autres, tous d'accord en fait sur une situation commune et se dire: «OK, c'est quoi les avantages? C'est quoi les choses les décisions qu'on peut prendre à la lecture de cette carte?» Autre exemple, c'est, design, gérer une conception qui, accueille une évolution constante.
Ici, on a 3 patterns qui sont assez connus, mais pas encore, je ne les ai pas vus utilisés en France en tout cas, de mon expérience. C'est cette triple culture, les pionniers, les settlers et les town planners, heu, qui sont en fait 3 cultures différentes qui cohabitent au sein d'une même organisation et qui vont permettre de, heu, de gérer le flux évolutif, comme on en parlait tout à l'heure. Gérer le flux évolutif, plus important que gérer le flux du processus. Donc gérer le flux évolutif, les pionniers vont, construire et créer des nouvelles choses, des nouveaux concepts, des POC et cetera, donc super agile. Les settlers au milieu, bah, eux, ils vont commencer à à identifier des possibilités un peu plus industrielles, pouvoir commencer à mettre un peu plus le focus sur, l'optimisation de ces POC et justement faire quelque chose d'utilisable. Et derrière, les town planners, eux, ils vont pouvoir, du coup, heu industrialiser ça, où eux, ils sont beaucoup plus sur le côté, rendement, réduction des coûts, prendre des services qui sont, normés, documentés et cetera. Donc voilà. Doctrine, pareil, utiliser, plusieurs méthodes, concevoir son organisation pour, avoir une évolution constante et faire du changement finalement un non-événement. Je terminerai juste par les gameplays. Donc ça, c'est juste les patterns spécifiques à un contexte, contrairement à la doctrine, au climat où c'est un peu universel. Là, c'est des trucs qui sont très spécifiques au contexte. C'est souvent des techniques de manipulation du marché. Heu, on prend, l'exemple, d'acquisition. Quand on est une grande boîte et qu'on est menacé par une start-up, une option, c'est de l'acquérir, avec un prix faramineux pour ensuite soit, la démanteler complètement ou soit, opérer avec elle, et profiter de toutes les innovations qu'elle a créées. Il y a plein d'autres choses. On ne parlera pas de ça sur cette session-là, mais c'est juste pour information, pour vous dire que voilà, il y a quand même énormément de notions, derrière pour, aller au bout de ce que propose une World Map. Les tips tout d'abord, c'est de se concentrer sur déjà prendre conscience de l'environnement. Ce que Simon Wardley appelle, situational awareness, vraiment la conscience situationnelle. Donc, c'est prendre conscience de l'environnement dans lequel on est et ensuite se focaliser sur sa doctrine. Donc, ce sont les principes, qu'on va appliquer pour pouvoir gérer gérer notre stratégie. Alors, maintenant j'ai un exemple concret. Je voulais vous faire un exemple live, où je dessine, je manipule et cetera. Mais, avec les outils que j'avais, j'ai pas trouvé quelque chose d'assez, fluide et rapide. Du coup, j'ai préfait, l'outil et j'ai repris en fait un outil que j'ai retrouvé un exemple que j'ai trouvé sur le web, The Green Foundation, qui sont interrogé un qui se sont, interrogés sur comment est-ce qu'on peut, heu, rendre le web un peu plus green. C'était pour faire un lien avec la première semaine Frugagile, où on a beaucoup parlé de Green IT. Et là, on va voir, comment le Board les Maps, justement, peut essayer de modéliser ça, cette stratégie de, Green IT. Donc là, on a une première chaîne de valeur, sur comment on fait tourner un produit digital, heu heu, soit dans une application, soit sur un browser. Donc là, on a un navigateur, heu, qui a besoin d'une connexion, sécurisée, parce qu'on va éviter quand même les hackers. Ça tourne sur un serveur web qui est approvisionné par un pipeline de déploiement, qui est, lui alimenté par un gestionnaire de code source et un une plateforme d'intégration continue qui vont pousser le code et le faire, builder, le déployer automatiquement sur le serveur et cetera. Tout ceci, ça repose, sur du calcul et du stockage fournis par des data centers et les data centers, eux, ils sont, alimentés par de l'électricité. Je vous la fais très courte, on a une chaîne de valeur qui représente, voilà, depuis l'électricité jusque le produit digital utilisé, consommé par un utilisateur. Le landscape. Première étape, c'est déjà de distribuer on va distribuer ces éléments sur, une composition, sur une évolution, pardon, la grille d'évolution, ce qui nous donne ceci. Youpla! Alors ça se croise un petit peu, ça se chevauche, c'est pas bien grave.
Je vous rappelle que vous pouvez simplifier votre système tant que ça fait sens pour vous et ça vous permet de prendre les bonnes décisions. Ici, on remarque que, il y a quand même beaucoup de produits qui sont utilisés, les navigateurs, c'est des produits standards du marché. Les systèmes de connexion SSL, tout ça, les Content Delivery Network, c'est des trucs standards du marché. Les serveurs web, c'est un produit standard du marché. Gestionnaire de code source, pareil, les stockages, les bases de données, on va utiliser des bases de données standards du marché, et cetera. Les data centers aussi, on va prendre des serveurs standards du marché, même si on peut peut-être les customiser, et les héberger sur site. Et l'électricité, bien évidemment, ça reste une commodité. Si j'étais dans un bunker, littéralement, où je devais être totalement autonome, l'électricité ne serait pas du tout une commodité et donc ce serait peut-être quelque chose de custom built, et donc qui repose sur d'autres composants que je vais avoir besoin de matérialiser pour pouvoir générer l'électricité. Bref, voilà, on a notre situation. Maintenant, on va pouvoir élaborer des stratégies. Première stratégie, réduire nos émissions en utilisant des infrastructures déjà plus industrialisées. Plutôt que de réinventer la roue et puis, d'acheter des produits informatiques, d'acheter des serveurs et cetera, et donc de devoir faire produire plus de machines, bah, une première stratégie, ce serait déjà de, passer sur du cloud. Le cloud, ça en passe de devenir une commodité. L'industrie passe massivement sur le cloud et donc ça va avoir un impact sur notre, map. Donc ici, l'impact, c'est que vous voyez toute la partie basse de la carte, hop, elle passe vers le produit, vers voir un petit peu la commodité, quoi. On outsource, notre gestionnaire de code source. Maintenant, c'est le cloud qui gère ça. On outsource le stockage, on outsource le calcul, tout ça, c'est le cloud. Nous, on l'a plus chez nous, c'est dans le cloud, c'est outsourcé. Alors, ça peut être une première étape, effectivement, pour utiliser des infrastructures plus industrialisées et donc éviter nous-mêmes de refaire la roue, de réinventer, de dupliquer encore et encore des choses qui existent déjà 1000 fois. Une fois que c'est industrialisé, une chose importante dans la stratégie, c'est que, l'industrialisation, d'une partie permet de faire émerger, des nouveautés, des innovations. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'on a gagné du temps. Vu que c'est industrialisé, maintenant, on perd moins de temps avec ça, c'est devenu une commodité. On va pouvoir dépenser le temps qu'on a gagné sur de l'innovation, des nouveautés, et cetera. Explorer l'univers des possibles. Maintenant qu'on est passé un peu sur le cloud, eh ben, on va pouvoir, peut-être commencer à, optimiser, notre technique de programmation, web. Par exemple, en lisant un excellent ouvrage, 115 patterns d'éco-conception. Petit ouvrage, qui a été largement publicité, dans les conférences Green IT, de la première semaine. On va pouvoir aussi, capitaliser petit à petit sur notre, connaissance du cloud. Maintenant qu'on utilise le cloud, eh ben, il y a peut-être des bonnes pratiques adaptées au cloud qu'on va pouvoir, faire émerger, heu et déployer petit à petit sur l'ensemble de notre chaîne. Donc voilà, c'est l'industrialisation va permettre de faire de l'innovation à côté. Une autre stratégie possible, c'est de réduire nos émissions en changeant la source même de l'électricité. Pour ça, alors The Green Foundation, eux, ils ont pour mission aussi de rendre transparent, les sources d'énergie et de voir quels data centers sont verts, quels data centers utilisent des énergies fossiles, et cetera. Donc c'est un travail, gigantesque, titanesque. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sur ce sujet-là et ils ont commencé à développer quelque chose, quelques outils. Ici, j'ai basiquement, colorisé, une partie de la chaîne de valeur, en fait, celle où on peut vraiment, essayer de modéliser, d'agir, sur laquelle on peut agir pour pouvoir réduire notre consommation, électrique. Heu, quand le data center, c'est des serveurs qui sont hébergés chez nous, effectivement, on a, totalement la mainmise sur, leur consommation énergétique. Si le data center, il est hébergé, c'est un data center Amazon, très difficile. Donc là, c'est pareil. Alors
un serveur web, un CMS, tout ça, quand c'est hébergé chez nous, et on peut agir dessus et on peut optimiser petit à petit les consommations énergétiques. Alors, déjà, heu, on pourrait aussi, vu que les data centers, l'électricité, tout ça, c'est quelque chose qui est plutôt du produit, voire du maîtrisé. On va s'intéresser déjà, est-ce qu'on a connaissance des sources d'énergie des data centers? Parce qu'effectivement, la source première de consommation d'électrique, c'est le data center, à proprement parler. Donc c'est pour ça qu'elle est plus épaisse d'ailleurs. Le lien entre data center et électricité est plus épais, parce que c'est là où il y a énormément à faire. Une fois qu'on a ça, et ben, si on pouvait mesurer, effectivement, les appels, savoir, quel, provider on appelle, est-ce que ces providers-là sont d'une source d'énergie, verte ou pas? Heu, Ce serait peut-être intéressant et ça nous permettrait de voir qu'est-ce qu'on peut finalement, heu optimiser comme ressource. Ils ont conçu une espèce d'API Green Check qui permet d'identifier en fait, les sources d'énergie des data centers, et ça se base sur ici, voilà, le petit point en jaune, des sets de données qui vont lister les data centers verts. Ces sets de données-là maintenant, c'est des choses qui sont disponibles, c'est devenu une commodité et c'est alimenté continuellement. Et donc nous, en tant qu'entreprise qui essayons voilà, de gérer, imaginons un produit digital, et ben, on va pouvoir s'appuyer sur cette set de données-là pour pouvoir, mieux connaître les sources d'énergie des data centers et après savoir sur quel data center on outsource, et on héberge nos données, nos applications pour pouvoir avoir une consommation plus, raisonnable. Je vous l'ai fait dans les grandes lignes, mais en tout cas, c'est l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir cette stratégie, de dire, OK, par rapport au stade d'évolution et par rapport aux règles de changement, on va pouvoir adapter notre stratégie et savoir sur quoi on investit, où est-ce qu'on investit, et où est-ce qu'on n'investit pas. Je vous mets le lien, The Green Web Foundation, et en fait, l'exemple que j'ai repris vient de cet article génial sur le je vous invite vraiment à aller voir, à aller consulter. Quelques exemples pour finir, quelques minutes pour, finir et conclure sur des exemples, de cartes réellement utilisées. Ici, c'est, un projet britannique qui s'appelle le High Speed Rail 2, qui est un train à grande vitesse, en Grande-Bretagne, un peu l'équivalent du TGV. Et là, c'était en fait, eux, pour tester les trains, ils utilisaient un système de simulation virtuelle. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'utiliser un système de simulation virtuelle, et ils se sont posé la question: «Bah, comment est-ce qu'on peut investir efficacement sur ce projet-là?» Et ils ont, mappé les différents composants de leur système, et ce qui leur a donné, 3 zones avec, la zone bleue, effectivement, c'est tout ce qui est, va être les produits développés, heu heu par, l'entreprise, heu, avec des techniques agiles, donc la zone bleu ciel. La zone du milieu qui est bleu foncé, ça va être, des produits du marché, on va utiliser des produits standards du marché, et ce qui est à droite, on va potentiellement sous-traiter, on va utiliser des commodités, des choses qui voilà, vont peut-être être outsourcées, heu avec des partenaires, avec des fournisseurs, et cetera. Au Tout à gauche, bah, ça va être des équipes qui vont poker, c'est des équipes qui vont, faire de la R&D, qui vont déployer des innovations et puis qui vont essayer de voilà, de créer le futur. Au milieu, bah, on essaye de commencer à organiser ces nouvelles innovations pour aller plus vers de l'exploitation, et à droite, et ben, voilà, on sous-traite, on exploite clairement des standards. Autre exemple, mais je reprends l'exemple de base, hein, de toute façon, tout simplement, l'exemple de Simon Warley, sur son entreprise, Footango. Heu et là, un exemple intéressant, c'est, la modélisation des barrières de résistance au changement. Je m'explique. Vous avez ici une plateforme qui est gérée, au sein de l'entreprise, et vous voulez, utiliser le cloud. Une plateforme maintenant, la plateforme, elle va basculer dans le cloud. Le problème, c'est que, la plateforme était à succès avant. Elle a généré beaucoup de réussite, et donc ça va provoquer fatalement invariablement de l'inertie et donc une certaine résistance au changement. Donc quand vous, investissez sur
la plateforme en question, si vous voyez qu'elle passe de produit pour que ça devienne une commodité, gros warning parce que, il y aura peut-être beaucoup de pertes de temps et d'énergie grâce à cause d'une résistance au changement, modélisée ici par ce petit carré, qui représente l'inertie. Un exemple aussi, je trouve intéressant de partager avec vous, c'est tout simplement mesurer la maturité de nos pratiques. Donc vous voyez ici l'échelle, on a adapté le vocabulaire, on n'est plus dans la genèse, custom build, et cetera. On est dans les pratiques, nouvelles pratiques, pratiques émergentes, bonnes pratiques, best practice. Et là, on a parlé du célèbre triptyque, des pratiques agiles, hein. Faire le bon produit, faire le produit de la bonne façon et livrer le produit suffisamment vite, au plus tôt. Et donc voilà, on peut voir après, du coup, derrière ces 3 piliers, comment ça se décline en différentes pratiques et chacune de ces pratiques, où est-ce qu'elle se situe? Est-ce que dans notre contexte, c'est une pratique émergente ou est-ce que c'est quelque chose de complètement acquis? Dans quel cas, c'est une best practice, tout le monde le fait, de manière naturelle. Ça permet de mesurer un peu la maturité, et de savoir où est-ce qu'on en est. Un autre exemple, NVIDIA. Voilà, voir les maps, de NVIDIA en 2020. Donc on peut voir effectivement où est-ce qu'ils mettent les forces, qu'est-ce qui est industrialisé et qu'est-ce qui est complètement dans l'innovation, dans l'émergence, en fait, quels sont les marchés émergents. On est sur l'intelligence artificielle, encore sur des simulations, sur les réseaux neuronaux, et cetera. Les jeux vidéo, on est sur des produits. Le mobile, c'est quelque chose qui va être plutôt outsourcé, et cetera, et cetera. Et un dernier exemple, l'industrie automobile en 2025. Voilà, on bascule vers, beaucoup de commodités et les agents intelligents, tout ça pareil, ça va devenir petit à petit de l'industrialisation de masse. Et fait intéressant, Simon Wardley en parle dans son livre que, la Chine, en fait, on pense que oui, ça va être, les GAFA, et cetera, les stars de Silicon Valley, Tesla et compagnie, qui vont être pionniers là-dedans. Et lui, d'après son analyse basée sur ses Warner Maps, heu, il pense que, peut-être, au contraire, la Chine investit de manière stratégique dans différents éléments de la chaîne, pour pouvoir industrialiser, beaucoup plus intelligemment et être fer de lance sur ces nouveautés. En conclusion, 1 minute pour conclure. Wardley Maps, déjà visualiser l'environnement dans lequel l'entreprise opère. Visualiser, le paysage, quoi, le paysage dans lequel vous opérez, quels sont, les degrés de maturité de vos différents composants et les positions par rapport aussi aux acteurs, aux potentiels concurrents. On peut mettre ça aussi sur Wardley Maps. Wardley Maps, c'est visualiser, c'est définir et communiquer une stratégie. C'est un exercice qui se fait collectivement et itérativement. Vous n'arriverez jamais à faire une première carte, du tac au tac. Ça peut prendre du temps et donc plutôt que de prendre du temps, des mois à faire tout seul dans son coin, faites un premier jet en 30 minutes, 1 heure, échangez avec, vos collaborateurs et je rappelle, hein, une diversité de points de vue, est bien plus pertinente qu'un seul point de vue expert. Hem, donc visualisez et définissez collectivement et la stratégie, elle doit être itérative. Itérative incrémentale, ça vous rappelle quelque chose? Très probablement. Et enfin, Wardley Map, je terminerai par justement, ça permet tout simplement d'innover. On l'a vu avec, voilà, investir sur l'innovation sur la gauche de la carte. Ça permet d'anticiper, des éventuels gros changements, sur le marché, en termes d'évolution, en termes de 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 commodification et de commoditisation. Ça, j'en ai pas parlé. C'est le fait, la commoditisation, c'est le fait de qu'un produit devienne une commodité et la commodification, c'est de transformer une idée en quelque chose d'économiquement viable. Donc voilà, ça permet d'anticiper les risques et ça permet surtout de s'adapter. Parce que le changement, il va être tout le temps, le changement, il est perpétuel. Donc, il faut s'adapter perpétuellement. Et en cela, les Wardley Maps permettent vraiment de pouvoir s'adapter et de pouvoir donner une vision, une visualisation de l'état des lieux. Ce qui n'est pas dans votre tête, maintenant, il est sur votre écran et il est sur votre feuille de papier. Et là, vous pouvez réfléchir.
Je vous ai mis vous aurez les slides, bien évidemment. Donc, je vous ai mis les termes et les symboles qu'on peut utiliser dans une carte. Et donc, voilà la sémantique, les légendes des cartographies. Et également, qu'est-ce qui décrit toutes les stades d'évolution, les 4 stades d'évolution. Voilà un peu toutes les caractéristiques de ces stades d'évolution pour savoir où placer vos éléments. Et enfin, les références. Et la bonne nouvelle, c'est que Simon Wardley, c'est un fan de l'open source. Et il a écrit son livre, et le livre est disponible gratuitement sur medium.com sous la forme d'une série de 19 articles. Donc profitez-en, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et une vidéo d'introduction au Wardley Maps faite par Simon Wardley lui-même, qui le fait avec beaucoup d'humour d'ailleurs, donc c'est un plaisir à regarder. Merci. Et je vous ai mis aussi OD à Loop pour les gens qui s'intéressent. Voilà ce que c'est. Merci tout le monde. Merci Gilles de m'avoir donné la parole pour parler d'un sujet effectivement un peu qui touche un peu à l'agilité, mais qui va sur un autre aspect des entreprises qu'on ne discute pas assez souvent. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Tu as une question dans le petit widget Q&A. Pendant ce temps, vous pouvez poser aussi vos questions. Hop. Merci en tout cas parce que tu as su présenter de façon simple, à mon avis, un concept qui est extrêmement complexe. Voilà, donc Ouais, bravo. en fait, ça peut partir très simple, mais ça peut arriver sur des stratégies extrêmement complexes parce que plus on intègre de données, plus on intègre de, de patterns, effectivement, de changements, plus voilà, l'univers des possibles est grand. Et voilà, commençons, keep it simple, hein, commençons simple, comme je disais. Et puis après, Alors, tu on as teste. Ouais, une question de Arnaud. Comment faites-vous pour vendre ce type de mission? Eh ben, c'est une excellente question, Arnaud. Je ne n'en les ai vends pas pas. la moindre idée. J'aimerais pouvoir te répondre. C'est un sujet que je travaille depuis quelques mois maintenant. Donc, je n'ai pas encore formulé d'offre. C'est plutôt quelque chose après qu'on discute dans le cadre des missions. Et typiquement, c'est un de mes prochains sujets que je mènerai, je pense, en mission, notamment dans les transformations agiles. Moi, en tant que coach agile, voilà, il y a beaucoup de missions de transformation à plus ou moins grande échelle. Ce qui serait intéressant de voir, c'est justement quel est l'état de l'art dans les pratiques. Quelles sont les pratiques émergentes, quelles sont les pratiques bien ancrées dans la culture d'entreprise. Et on peut commencer par ça, et puis après dire, voilà, notre stratégie de transformation. Avant de parler de la stratégie d'entreprise par rapport à un concurrent, etc., juste au sein de l'entreprise, quelle est notre stratégie de transformation? Quelle est notre stratégie pour euh, acquérir cette capacité de s'adapter, de s'innover, etc. Et en montrant cet outil-là, alors déjà, j'ai fait une présentation en interne chez un client, et on a eu plein de retours avec des gens qui étaient extrêmement intéressés, des gens côté business notamment, qui étaient très intéressés pour utiliser ce type d'outils. Et donc, on a fait des ateliers, des workshops avec ces personnes-là pour commencer à modéliser un petit peu leur contexte et donc leur environnement. Tu as une nouvelle question. Et question d'Arnaud toujours, donc c'est un outil dans le cadre de la transformation agile. Alors ça peut, voilà, là c'est un exemple que je donnais d'expérience personnelle. Ça peut être utilisé dans le cadre d'une transformation agile pour développer une stratégie. Mais en fait, c'est un outil qui peut être utilisé, qu'importe en fait votre contexte. Et si à partir du moment où vous avez une stratégie à mener, un objectif à atteindre, un objectif ambitieux, il faut certainement une stratégie. Et pour définir votre stratégie, il faut comprendre l'environnement dans lequel vous êtes et quelles sont les règles du jeu qui font que l'environnement il va changer. Pour ça, les Wordle Maps, c'est un super outil qui peut vous être très utile. Alors, on dit jamais 203. Est-ce qu'il y a une troisième question pour notre orateur adoré et vénéré? Sinon, voilà, je laisse quelques secondes. Nous avons Maëlle Caron qui était oratrice ici la semaine dernière, qui dit qu'elle va partager ça largement dans son boulot. Voilà, parfait. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête ici pour ce soir.
avec 2 minutes d'avance, ce qui prouve que nous sommes timeboxés à mort. Euh, il nous reste effectivement à te remercier, Olivier, pour cette présentation très intéressante. Eh bien, de rien, c'était un plaisir. Et j'espère que ouais, le sujet vous a interpellé, vous a titillé l'esprit. Et n'hésitez pas à en reparler. Alors, je vais refaire la pub du Discord. Bienvenue sur le Discord, évidemment. J'allais le faire, mais donc du coup, tu Pour, le feras. mais voilà, en fait, c'est quelque chose qui s'appréhende, je pense, collectivement. Et que, voilà, hein, comme on dit le proverbe, hein, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà, donc il y a le lien Voilà. vers le Discord. Ah, top. Merci, merci Florian. Voilà, il y a une question justement, est-ce qu'on retrouvera les ressources sur le Discord ou de toute façon on le partagera ailleurs, hein, bien sûr. Alors oui, de toute façon, on partagera ailleurs, mais je vais mettre le PDF sur le Discord, comme certains autres orateurs l'ont fait. Déjà fait. Donc déjà fait. Donc moi, je vais mettre dès à présent mon PDF sur le Discord. Voilà. Parfait, très bien. Eh bien, écoutez, donc sur cette belle parole, nous vous donnons rendez-vous demain pour l'avant-dernier jour de la conférence, déjà, avec un sujet sur le bilan carbone chez Octo. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Avec Alexis Nicolas. Très bonne soirée à tout le monde. Très bonne soirée. Salut, salut.